À Zuidkerk, il y a eu 66 poilus morts pour la France. Hein, et ces 66 noms qui sont inscrits sur notre monument aux morts, qui est quand même l'âme du village. Alors c'est le théâtre de l'ordinaire, je vous ai laissé un message sur votre répondeur il y a quelques jours. En fait on travaille sur la mémoire de la Première Guerre mondiale dans la communauté de communes de la région d'Audruic. Et la mairie de Guimpes, on nous a donné votre contact. Et donc on voulait savoir si éventuellement vous seriez disposé à nous rencontrer. Parce qu'apparemment c'est vous qui auriez peut-être le plus d'histoire ou de choses à transmettre sur cette période. Il doit y avoir de tout. Après, il y a eu 39-45. Oui, mon grand-père a été blessé à la guerre 14. Il est parti à la guerre comme tous les soldats à l'époque. Il a été réquisitionné, il n'est pas arrivé à la guerre et puis il a été très sérieusement blessé parce qu'il a eu une jambe coupée et un œil. Donc d'après ce qu'il nous a toujours raconté, c'est qu'il est sorti le seul survivant de la tranchée. Il se voyait mort. Ils se sont quand même aperçus qu'il vivait encore. Donc là, ils ont dû l'amputer de la jambe dans la tranchée, pareil. Donc pour l'amputer, c'est ce qu'ils nous avaient toujours dit, ils l'ont saoulé avec de l'alcool pour diminuer un peu la douleur. Et après, ils ont coupé la jambe. Et d'après ce qu'on a pu savoir aussi, c'est que dans ces moments-là, bon, l'imputation n'était pas trop bonne. Ils l'ont encore réopéré après. Enfin, après, il a quand même fait toute sa carrière dans l'agriculture. Il était toujours avec un pilon, qu'on appelle, une jambe fixe ou une jambe mobile. Il a fait toute sa carrière comme ça. Il est mort à plus de 90 ans, il y a une dizaine d'années environ. Et il montait sur les chevaux, il avait les deux jambes du même côté, il allait dans les champs, il descendait, il a toujours essayé de travailler et il a toujours mené une vie normale. Mais quand on parlait avec lui de la guerre, il n'aimait pas qu'on parlait. Il a été trop touché par l'atrocité de la guerre. Il n'aimait pas qu'on parle des Allemands, il n'aimait pas qu'on parle de l'horreur de la guerre. Au début, c'était un peu... Enfin, ça ne nous faisait pas trop de faire un spectacle sur les tranchées, surtout que comme c'est les commémorations, on savait qu'il allait y avoir énormément de spectacles là-dessus qui allaient être demandés à des compagnies. Donc ce qu'on a proposé tout de suite, c'est de voir un peu ce qui se passait dans les villages. L'idée, c'était de pouvoir partir des 15 communes et d'un collectage de mémoire pour récupérer de la matière pour en faire un spectacle ensuite. On a vu un monsieur de Zuidkerk, Monsieur X, quoi. Monsieur X, et son grand-père est mort et fait partie des 66 poilus morts pour la France. Et donc il nous a expliqué qu'en 1915, en juin 1915, son grand-père était très, très souffrant. Il était basé à Neufchâteau, dans les Vosges. Très souffrant, avec la gangrène, tout ça, des souffrances atroces. Son épouse, qui était donc à Zuidkerk, qui était illettrée, a voulu voir son mari, là-bas. Eh bien, elle a réussi à prendre le train. Elle est allée rejoindre son mari à Neufchâteau, par le train. Elle s'est débrouillée. Et puis elle l'a rejoint là-bas. Et son but, c'était avec son mari, de se donner la mort dans le canal. Voilà, à Neufchâteau. Et puis pour finir, ils ont changé d'avis. Et puis elle est revenue et monsieur, il est mort des suites de ses blessures, mort par la France. Et il a été sauvé par son meilleur copain, qui est resté enterré. Il l'a protégé 3 jours et 3 nuits. Enfin, il est mort, et puis ils étaient tous considérés comme morts, et au bout de 3 jours et 3 nuits, mon père il s'est réveillé, et puis il a dit je suis vivant, puis il a vu son copain, il était plein de sang. Et son copain, il était au-dessus de lui, mort. Voilà. Et je vais vous dire une chose, je suis née forcément plus tard, puisqu'il m'a eu à 60 ans. En 1958, j'avais un demi-frère qui faisait son service militaire.
Et on allait le reconduire tous les dimanches, tous les 15 jours à la gare de Saint-Omer. Et mon père a su à ce moment-là qu'il a retrouvé un copain de la guerre 14, oui, qui habitait Clermarais. Et ils se sont vus et j'ai un souvenir terrible. Ce monsieur, il était en train de planter des fleurs dans son potager, tout ce que vous voulez. Et puis à la démarche et au cri, il a dit « c'est Charlemagne ». Ouais. Et se sont trouvés, se sont empoignés, ils ont pleuré pendant un quart d'heure. Alors là, donc ce personnage-là, c'est Léonie, donc ma grand-mère qui se retrouve seule avec un bébé qu'elle a eu au mois d'avril, un bébé de 4 mois à la mobilisation le 2 août, quoi. Et elle va faire tourner la ferme pendant 5 ans toute seule. Ouais. Mais votre grand-mère, vous l'avez connue Ah oui, ah bah, c'était une maîtresse femme. Hein. Après, les femmes qui ont vécu tout ça, c'était des... elles étaient armées. Hein. C'était elles qui allaient faire la toilette des morts dans tout le secteur. C'est des femmes quand même qui ont vécu des choses difficiles. Hein. À l'âge de 22 ans, elle dormait dans une petite chambre avec son bébé et le revolver sous l'oreiller quand même. Hein. Les Français, qui ont utilisé beaucoup la main-d'œuvre chinoise, n'ont strictement rien prévu pour les sépultures des Chinois morts en France. Tandis que les Britanniques ont un certain nombre de cimetières, dont celui de Remingham qui comporte 75 tombes, mais il y en a un à Calais qui en comporte près de un peu plus de 200, parce qu'il y avait énormément de Chinois qui travaillaient dans les ports. Ils ont fait venir de Chine, du côté français, 40 000 Chinois, côté anglais, une centaine de mille, qui servaient à l'arrière-front, qui servaient à la manutention. Au camp anglais d'Audruc, ils ne devaient pas aller au front, ils devaient toujours se maintenir à peu près une dizaine de miles du front, à l'arrière du front. Et eux, ils servaient à transporter les munitions, aux cuisines, à l'abattage du bois pour les tranchées, pour les abris. En somme, ils servaient de manœuvre. Et après la guerre, en 1918, c'est eux qui ont nettoyé tous les lignes de front, c'est-à-dire reboucher les tranchées, les barbelés, ramasser les morts, parce que ça devait encore, il devait en avoir pas mal, désamorcer les obus, ramasser les obus, désamorcer les obus, remettre les terrains en état, ça demandait à peu près 2 ans. Et alors, quand le soir, ils venaient regarder dans les coins, venir aux fenêtres, voir les... Ils venaient voir quoi? Ben, les gens. Alors, il n'y a personne qui sortait. Hein. Mais il y a eu des petits Chinois quand même, alors. Vous en avez connu? Ah bah oui, le premier garçon boulanger chez mon beau-père, c'était un petit Chinois. Enfin, deux, quoi. Il n'était pas vraiment chinois, quoi. Mais on voyait quand même. Et du coup, les gens posaient pas trop de questions ou ça... Oh, ben écoutez, hein, vous savez, on ne demandait pas. Hein. C'était triste assez pour les parents. Hein. Sur nous, là. Non. Alors, moi, je suis Madame Brigois. Ça s'écrit B-R-I. B comme Béatrice. R-I. 2L. O-I-T. O-I-T. Après, c'est un O. O comme octave.
pompon. Soit au sol, soit au-dessus, ça éclatait. Alors même, il disait toujours, une fois, il avait son lieutenant qui était lieutenant, vous savez, j'ai encore des lunettes d'approche là, qui guidait les artilleurs, vous savez, il guidait les artilleurs. Alors une fois, il dit, on était dans un creux comme ça, puis le lieutenant était là à 50 mètres de nous, sur un talus, avec ses lunettes, et toujours il se retournait. Allez-y les gars, allez-y, les têtes, les jambes, ils volent, allez-y. Ah, c'était incroyable. Que leur frère aîné, il a été sur une torpille. On a juste, heureusement encore que c'était son bras où il avait son bracelet. Autrement, il n'aurait pas su. Ils n'ont eu que son bras. Alors, madame, je regrette beaucoup de n'avoir pu assister au service hier, bien qu'ayant cheval et voiture, mon mari étant mobilisé à la terre et a un tas de formalités à remplir pour sortir de sa commune, qu'il n'aimait pas se mettre en route. J'ai été à la messe à Cappelbrook. À la place, j'avais été étonné de n'avoir pas eu de réponse à ma dernière lettre lorsque j'avais envoyé une image de deuil, mais j'étais loin de penser en ce moment-là que vous le pleuriez déjà aussi. Il était en permission, mais il ne voulait plus repartir au front. Il voulait plus repartir. Bah, il sentait sa mort. Il voulait plus repartir. Il est donc arrivé au bout de la rue de mes parents, là, qui sont là. Il a fait demi-tour. Et ma grand-mère lui a dit, ce que je vous ai déjà dit, il faut que tu repars, on va venir te fusiller à la barrière. Et il a reparti, 2 jours après, c'était fait. Est-il mort sur le coup? A-t-il vécu un jour ou deux, demandant une goutte d'eau, demandant après sa mère? Hélas, madame, quelle triste vie! Espérons que nos fils soient de nouveau réunis au ciel et que là ils prient pour leur mère tant éprouvée. Bon bah super. Est-ce que si on venait dans 1 heure, ça vous irait? Oui. Oui? On vous embêtera pas Ah bah c'est gentil ça. Les Anglais, en début 1915, janvier-février 1915, ont commencé à stocker des munitions ici, entre Audruic et Zutker. On appelait ça la rue des Vives. Alors, en 1 an et demi, les Anglais avaient stocké 80 000 tonnes de munitions. Il y avait de tout là-dedans, des obus, des bombes, de la poudre. Et ce camp a été repéré par les Allemands assez rapidement, par l'aviation allemande. Et ça a été bombardé dans la nuit du 20 au 21 juillet 1916. Il y a 12 000 tonnes d'explosifs qui ont sauté, 12 000 tonnes, c'est-à-dire une explosion énorme. C'est l'équivalent d'une demi-bombe atomique. Et pratiquement tout le camp de munitions a été ravagé à 3 km autour du camp. Toutes les maisons abîmées, démolies. Quelque chose vraiment une explosion très très importante. Ça, les gens d'Audruic, ça rappelle encore. C'est resté quand même un peu dans les mémoires et chez les vieux. Ça n'a pas été oublié, ça, quand même. À la guerre 14, il y avait le camp anglais. Donc, tout ici, toutes les vitres, tout ça, c'était cassé. Et là, il y avait 2 grandes lézardes, et là aussi. En 18, il est tombé 10 bombes à Gimps. Alors, je me rappelle toujours, je ne sais pas exactement l'endroit à Gimps. Mais mon père, il racontait toujours que mon grand-père, qui habitait là, au bombardement dans la nuit, son lit a bougé de 2 mètres dans la chambre. Ça avait tombé tout près. C'est un camarade qui sait écrire qui enverra cette photo de sa convalescence. Malgré les soins prodigués là-bas, son épaule est endommagée à jamais.
Cela veut dire qu'il ne repartira pas au front, mais il souffrira de cette épaule, de ce handicap, jusqu'à sa mort en 1963. Toutefois, comme cette blessure affectait son côté gauche, le droitier qu'il était ne pourra jamais prétendre à la moindre pension. Je me souviens de l'avoir entendu se plaindre de cette épaule, mais aussi de cette injustice. Il a été soldat en 1909. Il a été appelé en 1909. Il a fait les 3-4 ans. Du coup, il était 7-8 ans soldat. Alors, comme tous ses camarades, ils disent, quand la guerre s'est terminée à 11 novembre, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'étais dans le bain, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai marqué ce soir 8h45, les sorties remontent, les tours musicales sur les faits marquants de la guerre ont été refusés, et en plus le projet... Il y a 3 phases hein, dans la manière dont on a conçu le projet. La première phase, c'est donc ce collectage, et la deuxième, à partir de ce collectage, c'était de faire une restitution. À la base, l'idée, c'était une restitution sonore avec lecture. Au final, on a trouvé que la matière sonore suffisait à elle-même, donc on est passé dans les 15 communes de nouveau pour re-rencontrer les gens qu'on avait interviewés, mais aussi inviter d'autres personnes. Donc pareil, selon les communes, c'est à faire un peu avec le hasard des choses. Donc des fois, on a joué dans des bars, des fois dans des écoles, des fois dans des mairies. Et on est venu bien présenter cette matière, ce premier montage à vif de ce qu'on avait récolté une semaine auparavant. Avec l'idée toujours d'essayer de provoquer de la discussion et du lien. C'est un grand mot, hein, le lien, mais nous c'est important à chaque fois de savoir de où on crée, à partir de quoi et avec qui. Et alors c'est drôle parce qu'elle dit la dame, je ne sais pas si vous entendez, elle dit que c'est même plutôt bien qu'il soit prisonnier. Il était plutôt content. Pourquoi vous pensez qu'il est content d'être prisonnier? Comme ça, il va pas à la guerre et il se fait pas tuer. Voilà. Bon, vous allez voir, vous allez vous entendre. Oh, oui. Ne vous inquiétez pas de notion de ligne de forteresse. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Et donc, le 4e régiment de ce genre de choses a été en poste ici à Norquerque pendant quelques temps. Et il y a même eu un litige tout de suite, je ne sais plus si c'est octobre-novembre, avec deux personnes de la commune, dans la maison desquelles les Belges s'étaient introduits, avaient fait un peu de casse, et bien évidemment, les propriétaires sont allés protester auprès du maire. Alors, on va déjà se présenter. Moi, c'est Maxime. Voilà, je vais te présenter Erwan. Et Camille, comment on fait pour chercher, pour trouver des informations sur quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans? Des fois, ils ont laissé des
choses. Des fois, ils ont laissé des choses. Comme par exemple des monuments. Des monuments. Des tranchées. Il y a des tranchées qui restent. C'est offert par la maison. Non, bah faites comme chez vous, vous avez bien raison. Du bois pour les tranchées, pour les abris. En somme, ils servaient de manœuvre. Et après la guerre, en 1918, c'est eux qui ont nettoyé tous les lignes de front. C'était les rebouchés, les tranchées. Il y a des gens qui ont trouvé des choses à mon arrière-grand-père. Ah ouais? Des petites boîtes, des choses comme ça. Bah, tu pourras demander si ça date de 14-18 ou pas. Moi, mon cousin il avait posé plein de questions à mon papy. Ah ouais? Et il en parlait du coup, ton papy? Il a raconté un peu... Ouais, donc là, c'est des rails de chemin de mois fer. après, vous voyez que ça vient jaune. Tout est brûlé, c'est encore brûlé. On suit, vous pouvez suivre le blé, il est à ça d'auteur où les betteraves, il n'en a pas parce que c'est encore brûlé. On suit la ligne. Derrière la commune, On suit la ligne de chemin de fer. Ça en travers. Il y a une chape. Non, ben on peut que vous féliciter pour ce que vous avez fait, parce que vraiment, vous avez fait un beau petit montage. Puis même, c'est chaud. Quand on entend au loin, bah, ça ne nous touche pas autant que de dire c'est des gens par chez nous, quoi. On arrive quand même par leur récit à s'imaginer un peu, même si c'est édulcoré, mais à s'imaginer ce qu'ils ont vécu, quoi. Limite, hein, on n'en parlait pas tellement de cette guerre-là, je trouve. Beaucoup moins. Non, c'était déjà loin. Voilà. Ouais, Nous, c'est plus. Hein, il y en a eu une tout de suite derrière, donc. Ouais. Je crois que... Et moi, ce qui me marque dans les témoignages, c'est que c'est toujours la pudeur des gens. Ils ne parlent pas de la guerre, ils ne veulent plus parler des copains qui se sont fait massacrer. Voilà, c'est une partie de leur vie qu'ils veulent plus exprimer, ils veulent plus en parler. Et moi, j'ai eu ce retour-là avec mon père qui a fait qui a fait une partie de la guerre d'Algérie et qui ne voulait pas en parler. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens comme ça qui ont vécu des choses atroces et qui ne veulent plus en parler, qui essayent d'oublier ce moment-là de leur vie, quoi. À partir de cette deuxième phase, moi je vais écrire un texte ou un canevas, on ne sait pas encore, pour qu'à la fin on ait un spectacle qui regroupera un peu dans une histoire ou peut-être dans plusieurs histoires ce qu'on a récolté et qui témoignera un peu de cette époque-là.